Alors, bon, vraisemblablement vous n'êtes pas tous là. Vous me dites ce que vous en pensez, mais au pire je démarre et puis ça fera venir les autres. Alors, ce matin, je vais essayer de faire un cours un peu restreint. En fait, je veux vous montrer la suite du cours précédent, donc ça tiendra probablement en moins de 2 heures. C'est pas forcément quelque chose de très long que je veux vous montrer, mais c'est quelque chose d'un peu délicat avec plusieurs étapes assez spécifiques. Et donc, je veux revenir avec vous, dessus pour qu'on puisse bien identifier qu'est-ce qui sert à quoi. Donc en fait, si vous vous souvenez du cours précédent, on avait fait du fuel. Donc ouais, je vous ai pas demandé, mais le son on est bon, je pense. Euh, on avait fait du fuel. Je vous avais parlé un peu de la librairie fuel qui permet en fait de faire des requêtes HTTP asynchrones. Euh, donc le principe de la requête HTTP asynchrone, c'est quoi? C'est qu'on va avoir l'application qui lance un thread à part. Ce thread-là, il est chargé d'interroger une API pour récupérer des données, mais quel que soit le temps qu'il met, l'application continue à tourner pendant que le thread parallèle appelle l'API. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre l'API ne répond pas, ça suspend pas toute l'exécution de votre application. Évidemment, comme vous n'avez pas les données de l'API, ça veut dire que potentiellement il y a un fonctionnement qui est dégradé, mais ça veut dire que ça bloque pas le thread principal. Pour le coup, là, on va rentrer dans un des gros avantages de Kotlin, c'est que en Kotlin, cette notion de thread parallélisé, elle est entièrement transparente et automatisée, chose qui n'était pas vraie en Java. Parce que en Java, en fait, il fallait passer par des objets qui représentaient des threads à part, qu'on appelait les async tasks. Et qui permettaient de faire des threads indépendants. Là où en Kotlin, on n'a plus besoin de faire ça, et le fait de créer une requête HTTP indépendante, c'est quelque chose de complètement transparent et de complètement automatisé pour le développeur. Donc en fait, le principe, je vous explique, c'est que ça, c'est mon activité principale. Donc je vais lancer mon simulateur pour qu'on soit sûr de parler la même langue. Ah oui, alors c'est vrai que mon simulateur, il n'arrive pas à se connecter aux API. Alors, hop là, je vais essayer quand même. Hop, ce qui va nous intéresser, ça va être dans les... Ça va être dans le debug. Hop, alors, ce que je regarde, c'est... est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai une erreur particulière? Parce que pour le coup, ça fonctionne très très bien sur téléphone et ça fonctionne pas
sur le simulateur, c'est-à-dire que là, la liste de sélection que j'ai, elle est censée m'afficher ma liste de devises. Je pense que c'est un problème de permission. Hop. Ouais, sauf que la permission, sauf que l'application n'est pas reconnue. Alors. Donc le truc, c'est que... comment ça va marcher? Alors, ça va en termes de lecture de code, puisque pour le coup, là je vais vraiment faire quasiment que du code show, donc faut juste être sûr que ce soit lisible. Moi je pense que ça va. Ok, ça marche. Alors, donc le principe, je vous montre, c'est que on va avoir tout d'abord, hop, je vais reprendre ma fonction convert, je vais la mettre plus haut. Tout d'abord, on a notre fonction onViewCreated qui est appelée donc à l'instanciation de l'activité, enfin à l'affichage de l'activité. Et à l'affichage de l'activité, j'appelle une fonction qui s'appelle getAPIData. GetAPIData, c'est une fonction à moi, hein, c'est pas un truc de librairie, donc je veux dire le nom de la fonction n'a aucune importance. Si je l'appelle Jean-Claude, ça marche aussi. Donc le truc, c'est que, rappelez-vous, dans le fichier Gradle, la dernière fois, on avait intégré et on avait rajouté toutes les dépendances, et notamment on avait rajouté fuel dans les dépendances. Je ne le vois plus, voilà, il est là. Donc ça veut dire que là, dans mes dépendances, j'ai rajouté fuel, donc qui va me permettre, au moment du build de mon application, d'être sûr qu'il soit présent. Ensuite, deuxième chose à connaître, il s'avère que dans mon cas pour l'application de conversion, la Banque Centrale Européenne met à disposition une API en XML qui est renouvelée une fois par jour et qui est une API des taux de conversion des monnaies principales vers l'euro. Donc j'ai voilà, j'ai le dollar, j'ai le yen, j'ai toutes les devises auxquelles je pourrais penser, tout du moins toutes les devises majeures, et à chaque fois j'ai la devise et le taux de conversion vers l'euro. Donc ce que je veux alors des API comme ça il y en a d'autres, hein, mais je vais me baser sur celle-là parce que bah, elle correspond pile poil à mon attente. Et le principe de ça, c'est que cette API-là, donc c'est exactement ce que je vous mentionnais la dernière fois, c'est-à-dire que c'est un ensemble de données qui est maintenu à jour et qui est entièrement géré par la BCE, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai créé ce fichier XML-là, et moi j'ai aucune emprise sur comment ce fichier-là est construit. Par contre, l'avantage, c'est qu'il me permet d'accéder pile poil aux informations dont j'ai besoin, à savoir là dans mon cas, les informations de conversion. Et donc je vais vouloir interroger cette API-là. Donc comment je vais faire? Donc bah, je vais aller regarder, je vais commencer par aller regarder dans ma fonction getAPIData. Et dans ma fonction getAPIData, en fait, je crée une requête HTTP get depuis Fuel sur l'URL qui m'intéresse. Sachant que moi, dans mon cas, c'est une API purement XML, purement HTTP, mais évidemment, selon le type... alors, est-ce qu'on va avoir des... Ouais.
selon le type de requête et selon le type d'API, je vais pas forcément avoir tout à fait les mêmes comportements et tout à fait les mêmes réactions. Donc typiquement, là, je vois un fuel get d'une URL spécifiée. Le principe de l'objet fuel, c'est qu'en fait, je vais lui implémenter des comportements et je vais lui implémenter des comportements en fonction d'un certain nombre de blocs de fonctions. Par exemple, je vais pouvoir dire, ben voilà, si mon résultat est un succès, c'est-à-dire si la requête a réussi, j'implémente un premier comportement. Si la requête a échoué, j'implémente un deuxième comportement. Autrement dit, je vais pouvoir venir spécifier et détailler au cas par cas tous les éléments possibles et tous les cas possibles de gestion de ma requête. Ici, moi, pour des questions de clarté et de légèreté du code, je n'ai implémenté un comportement que dans le cas où ma requête répond correctement. C'est-à-dire que j'ai pas du tout pour le moment traité les cas d'erreur, j'ai pas du tout traité les cas où la requête a des codes de retour différents, non, je ne traite que le cas où la requête répond correctement. Et donc ce que je dis, c'est en fait, si j'enlève le contenu, ce que je suis en train de dire, c'est je fais une requête API là-dessus, et en cas de réponse, je vais faire le comportement qui est ici entre mes accolades. Et en cas de réponse, en fait, ce qui va se passer, c'est que ma requête, elle va me renvoyer 3 informations. Elle va me renvoyer request, qui contient le détail de la requête que j'ai faite, réponse qui contient le détail de la réponse HTTP, donc avec les en-têtes, et result qui contient littéralement le contenu de la réponse. Donc tout ce qui est payload. Donc ça, moi ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est dans la mesure où je ne m'inquiète que du cas où ça marche, c'est en fait le result, c'est-à-dire c'est ce que me renvoie l'API. Et il s'avère que l'API par défaut me renvoie 2 choses, elle me renvoie du contenu sous forme de tableau de bytes, et éventuellement un code d'erreur. Le code d'erreur, je le récupère depuis result, mais dans mon cas, je vais pas m'en servir. Pareil, ici, je pourrais envisager de faire du traitement d'erreur, au cas par cas, en disant si j'ai telle erreur, je vais afficher un message, si j'ai telle autre erreur, je vais afficher un message, etc. Et enfin, à la fin de ma requête, je vérifie que le résultat n'est pas vide, et je vais transformer ma requête en... Donc je vais transformer mon tableau d'octet en chaîne de caractères, et je vais passer ça à une fonction de parsing. Ce qui veut dire que, par défaut, juste avec ça, juste avec ce bout de code-là, j'ai l'ensemble du fichier, j'ai téléchargé de manière asynchrone l'ensemble du fichier XML de mon API. Alors évidemment, je peux totalement décomposer mon code histoire de gagner un peu en clarté. Je veux dire, je peux au moins faire ça. Hop, je vais oublier qu'on n'était pas en Java. Donc ça me donne toutes les informations dont j'ai besoin. Si je regarde, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur mon téléphone. Hop. Je suis en train de paramétrer mon téléphone, hein, pas de... voilà. Donc, hop, je lui demande de lancer sur mon téléphone qui me sert de téléphone de test. Hop, et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un log.i de string bytes. Je vais m'arrêter là.
Et donc, je lance mon appli en mode debug. Je me fais insulter... Pourquoi je me fais insulter? Est-ce que c'est pas log.i? Hop. C'est qu'il me manque un élément, il doit me manquer le contexte. Ah non, il me manque le tag. Hop, là ça doit aller mieux. Voilà. Donc là, il mouline. Sur le téléphone de test, c'est en train de se lancer. Et donc là, voilà. Là, il a atteint mon point d'arrêt. Et si je remonte donc dans log 4, vous voyez, bah attendez, je peux vous le mettre un poil plus grand, histoire que ce soit plus parlant. Dans ma fenêtre de debug, ici, j'ai récupéré, donc ça c'est le log que j'affiche, et j'ai bien l'ensemble du print de mon fichier XML. Ce qui veut dire que, à ce stade, dans mon string bytes, j'ai l'ensemble du fichier qui a été téléchargé. Évidemment, là j'ai fait qu'une partie du job, parce que vous voyez, bah, j'ai même Android Studio qui m'affiche le tableau d'octet. Là, vous voyez, j'ai le détail du tableau d'octet. Donc, une fois que j'ai ça, ça veut dire que ce qui me reste à faire, c'est toute la partie parsing, donc récupération des informations dans le XML, mais j'ai fait la partie requête à ma base de données. Et pour la partie parsing, bah en fait c'est la partie entre guillemets la plus simple. Et donc vous remarquez que justement, moi au moment où je reçois, j'appelle une fonction parse XML que j'ai détaillée en dessous. Et donc ça veut dire que en cas de réponse, donc en cas de bonne réception des données et si les données reçues ne sont pas vides, j'appelle ma fonction parse XML auquel je file deux informations, mon fichier XML et un pointeur courant vers ma vue. Le pointeur vers ma vue, je m'en sers parce qu'en fait, il y a certaines fonctions où je vais avoir besoin du contexte de mon activité courante, donc c'est pour ça que je passe un pointeur vers ma vue. Alors, et vous remarquez que la fonction XML dont j'ai besoin, elle n'est pas énormissime en fait. Alors moi je passe par une API par une librairie de parsing qui est Javax XML Parsers. Il y en a d'autres, mais disons que c'en est une des plus simples à utiliser. Alors, comment ça va se passer? Je vais commencer par un en-tête. En fait, ma fonction va commencer par un en-tête où en fait je vais créer une instance d'un objet qui s'appelle le Document Builder Factory. Parce qu'en fait, tout ce que je vais vouloir faire, c'est créer un objet de type Document Builder, et c'est cet objet-là qui va me permettre d'appeler ma fonction de parsing. Toute la finalité, c'est d'appeler ma fonction de parsing. Seulement ma fonction de parsing, je peux pas l'appeler directement sur mon XML. Je suis obligé de convertir ce XML-là. Donc, je crée, si vous vous souvenez avec le pattern factory qu'on a vu la dernière fois, je crée une instance d'un objet Document Builder Factory. À partir de là, je crée une instance de l'objet Document Builder. Et à partir de l'objet Document Builder que je viens de créer, si vous voulez, je peux spécifier les types ici pour que ce soit plus clair. Et une fois que j'ai mon Document Builder, je vais venir spécifier je vais venir spécifier que je veux parser. Donc je vais appeler la fonction parse de mon Document Builder. Et je vais l'appeler donc en fait sur une conversion de ma source. Ça c'est mon XML. Le XML, je le convertis d'abord en un objet string reader, donc qui me permet en fait de manipuler des chaînes de caractères.
Et ensuite, en input source, en fait, concrètement, ce que je suis en train de faire, c'est de convertir mon flux de chaîne de caractères, enfin ma chaîne de caractères d'entrée en flux. Ça, ce type-là, ça me permet entre autres de faire du traitement à la volée, donc ça simplifie le parsing. Et donc, à partir de cette en-tête-là, je me suis créé un objet de type doc qui renvoie, donc qui est en fait un objet de type document. Et cet objet-là, c'est la conversion en objet. C'est la conversion en objet de mon fichier XML. Hop là. Donc j'ai un objet document. Maintenant, je vais revenir à mon XML. Ce que je vois dans mon XML, c'est que j'ai différents tags, mais que moi, ce qui va m'intéresser, ce sont les balises qui s'appellent cube, avec, en fait, plus spécifiquement, les attributs rate et currency. Sachant que j'ai d'autres balises qui s'appellent cube. Zut. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je récupère toutes les balises intitulées cube, et une fois que je les ai récupérées, ben, il va falloir que je fasse un traitement parmi leurs attributs pour récupérer spécifiquement celles qui ont un élément de type currency, un élément de type rate. Donc je commence dans mon document par récupérer tous les éléments dont le nom est cube. Ça va me créer une liste. Hop. En l'occurrence, dans mon cas, une node list. Encore une fois, hein, je mets les types pour que ce soit plus clair à l'explication, mais ils sont totalement implicites. Cette node list là, elle va donc contenir, sous forme d'objet, l'ensemble des éléments de mon XML qui s'appelle cube. Je vais venir parcourir cette liste. Vous remarquez ici que en termes de debug, je fais un print en console de l'ensemble des objets qui s'appellent de l'ensemble des objets que je viens de créer. Et ce que je dis en fait, c'est que à chaque item de la liste, ça me renvoie un item dans ma liste. Donc en fait, je peux créer ça comme ça. Node, hop, var current node 2.node égale donc je récupère le nœud courant, c'est-à-dire la balise courante. Et ensuite, ce que je dis, c'est si la balise courante a plus de 1 attribut. Bah dans la mesure où, si j'ai plus de 1 attribut, si vous regardez la structure, dans les balises cube, si j'ai plus de 1 attribut, je suis forcément dans les balises qui m'intéressent, parce que les autres balises cube, vous remarquerez qu'elles en ont qu'un seul. Si j'ai plus de 1 attribut, alors ce que je viens faire, c'est je viens récupérer dans la liste des attributs de mon nœud, je viens récupérer l'attribut qui s'appelle currency et l'attribut qui s'appelle rate, et respectivement, à chaque fois, je récupère la valeur de ces attributs-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans curName et dans curRate, j'ai respectivement les valeurs de chacun de mes taux. Ça, une très bonne manière de le vérifier, bah, tout simplement, hop, log.i je fais ça, hop, je redémarre mon application.
et je vais dans mon logcat. Et ben vous remarquez que dans mon logcat, j'ai à chaque fois un print du nom de la devise, enfin de son abréviation, et du taux de conversion. Genre MXN 25,92, si je regarde, MXN, j'ai bien 25,92. Donc ça veut dire que là, en faisant ça, j'ai bien réussi à parser mon fichier et à isoler dans des variables séparées le nom de la devise et son taux de conversion. Bah une fois que j'ai fait ça, ici j'ai un élément qui s'appelle currencies, qui est une hashmap identifiée par une clé et par un objet currency. L'objet currency, c'est moi qui l'ai créé. C'est une classe à part qui me permet de stocker, qui permet en fait de représenter une devise à partir de son nom, de son symbole et de sa valeur. Donc ce que je fais ici, c'est qu'en fait, j'ajoute dans ma map une nouvelle entrée qui est identifiée par la clé de la devise, donc son abréviation, et je crée un objet currency. Pour le moment, je mets un symbole par défaut, parce que pour le moment, j'ai pas les symboles, et je mets l'abréviation de ma devise, et la conversion en double du taux de conversion. Parce que vous remarquez que dans mon objet currency, la valeur ici, c'est un double. C'est pas une chaîne de caractères. Vous remarquez au passage à quel point c'est vital de faire du typage explicite quand on fait du Kotlin. Pour le coup, oui, ok, le langage permet de faire du typage implicite, mais rapidement, les programmes sont suffisamment complexes pour que sans typage explicite, ce soit assez vite la purge. On dirait du web, oui, bah, par certains côtés, ça s'en rapproche, hein. Le traitement d'API, c'est souvent assez similaire d'un domaine à l'autre. Donc, j'ai ma map qui est remplie d'un ensemble de clés, enfin d'un ensemble de couples, devises, nom de la devise. Bah, une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à afficher en fait ma devise. Donc je vais prendre ma map, je vais vérifier évidemment qu'elle n'est pas vide, et je vais créer un array adapteur. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé la dernière fois de l'array adapteur. En gros, c'est lui qui me permet de faire la correspondance entre une liste de données et un objet graphique list. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un array adapteur qui me permet de passer de l'ensemble de mes devises, enfin de l'ensemble de mes abréviations de devises, à une liste de sélection. Ici, j'ai mon spinner qui est implémenté dans mon fragment. Donc, c'est-à-dire que ici, si je regarde dans mon layout de fragment, qui est ici, j'ai bien un spinner qui est là, qui est en fait, j'attends qu'il mouline, qui est en fait la liste de conversion qui est ici, là, en pleine page. Et donc, ce spinner, je fais le lien entre le spinner et le réadapteur. Le réadapteur, je lui donne un template graphique sur comment afficher les cellules quand je clique sur la liste, parce que ça, c'est à ça que ça sert, hein. Et ici, je fais le lien entre mon array adapteur et ma devise. Et bah, en faisant ça, j'ai donc bien récupéré les données de l'API, traité les données de l'API pour récupérer les couples devises taux qui m'intéressaient, et préparé une liste de sélection qui me permet d'afficher ce spinner-là, enfin qui me permet d'afficher ma liste de devises dans mon spinner. Maintenant, ce que je vais vouloir rajouter, c'est la partie autorisation. Et c'est tout ce qui va me manquer. Donc, je vais aller regarder sur comment on demande une permission en Kotlin. Donc alors, vous remarquerez que d'abord, dans mon manifeste, j'ai spécifié que j'ai employé deux permissions différentes, à savoir l'accès au réseau et l'accès à l'état du réseau et l'accès à Internet.
Et une fois que j'ai ça, et je pense que le pourquoi le simulateur ne l'affiche pas, c'est pour ça, c'est un problème de permission. Ok, on fait comme ça. Donc voilà, voilà comment fonctionne, disons, la base de l'interrogation d'une API. Donc je vous laisse regarder ça, je vous laisse digérer ça, je vous envoie les exos qui correspondent, et ensuite on verra la suite sur la gestion de la permission tout à l'heure. Ok.